Bon, bonjour à tous. Je viens d'IRSTE à Grenoble, dans une équipe qui travaille sur les risques en montagne. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec des collègues qui viennent de là-bas. Et également des collègues qui travaillent plus en SHS à l'Université de Mulhouse et en économétrie à AgroParisTech. Donc le contexte, c'est celui des risques en montagne. Donc en montagne, on a un espace limité, une forte pression foncière et une exposition aux phénomènes dommageables. Donc le zonage, c'est le premier outil finalement de protection des zones urbanisées. Donc c'est quelque chose qui a été institutionnalisé depuis la loi PPR. Et donc en fait, il s'agit de découper l'espace en polygones plus ou moins compliqués qui, en général, on distingue des zones rouges où on n'a pas le droit de construire du tout. Des zones bleues où on a le droit de construire moyennant restriction, donc typiquement des murs plus épais ou pas de fenêtres. Et des zones blanches où on a le droit de faire à peu près ce qu'on veut. Donc ça, c'est un extrait du PPR volet avalanche de la commune de Chamonix. On voit bien l'interaction forte entre les zones exposées aux avalanches et le cadastre avec les maisons qui sont localisées en rouge, quoi. Donc la pratique actuelle du zonage est relativement discutable à notre sens. En effet, les cartes de zonage résultent d'un passage direct entre la cartographie des aléas, dont vous avez ici un exemple là en bas. Donc en fait, on a sur une commune, la Pras-sur-Arly par exemple, des zones identifiées comme étant aléas forts, moyens ou faibles. Et une carte de zonage, donc ce que je vous ai présenté avant, c'est-à-dire qu'à aucun moment on ne présente réellement dans le PPR ce qu'est la carte de risque, quoi. Et on peut même dire qu'en général, on sent probablement qu'elle n'est jamais évaluée, en tout cas pas de façon continue, quoi. On fait le passage à travers ce genre d'usine à gaz là, qui est dénoté une matrice de passage. Donc en fait, où vous avez les niveaux d'aléas en abscisse ou en ordonnée, enfin bref, en ligne. Et finalement, une distinction entre des espaces urbanisés, non urbanisés, urbanisables, avec à l'intérieur de ces petites cases, finalement, des choses qui sont censées vous dire à quoi correspond chaque intersection, mais avec des problèmes qui sont notamment liés à la confusion entre des niveaux de référence déterministes et des niveaux de référence probabilistes, donc typiquement des niveaux ou des périodes de retour, notamment centenales. Donc ça nous amène à la notion de période de retour. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui nous vient directement des inondations, en particulier la référence centenale. Et donc on aimerait bien avoir une référence normative indépendante du phénomène. Donc du point de vue de l'unité, donc ça c'est intéressant. Le problème c'est on sait bien dès qu'on a un phénomène multivarié, ça ne marche plus très bien. Voilà, par exemple, là, j'ai représenté l'ensemble des vitesses maximales des avalanches pour une position donnée dans un couloir. Et on voit bien qu'on en a une infinité possible. En plus, lorsqu'on base directement le zonage là-dessus, eh bien, on n'a pas de considération directe, finalement, des enjeux dans la cartographie du risque. Et si on s'amuse à calculer, finalement, quel est le niveau de risque, et si on fait des petits calculs avec des lois de probabilité géométrique et des probabilités de décès moyens, on voit vite que, par exemple, à un niveau de référence centenale ou même tricentenale, on arrive à des probabilités de décès sur des périodes de référence de 100 ou 300 ans, ou de 30 ou 75 ans, donc globalement une génération ou une vie, qui sont certainement tout à fait inacceptables si on demande aux gens ce dont ils ont envie, quoi. Et donc ça, c'est lié au fait que finalement, la nature du phénomène, c'est-à-dire sa capacité d'impact, doit être prise en compte, quoi. C'est pas pareil d'avoir de l'eau dans sa cave une fois tous les 100 ans ou d'être touché par une avalanche une fois tous les 100 ans, quoi. Donc, ce qu'on propose, c'est pour faire du zonage, distinguer plus clairement 3 étapes que ça n'est fait actuellement. Donc, faire d'abord de la cartographie probabilisée de l'aléa multivarié. Ensuite, évaluer le risque par combinaison avec la susceptibilité au dommage, afficher cette carte de risque, et ensuite découper le zonage qui est finalement passé de l'étape du risque continu à l'étape discrétisée, quoi. Donc, selon 2 approches possibles, soit sur la base de seuil d'acceptabilité, donc individu,
soit par minimisation des pertes totales si on intègre spatialement, quoi. Donc je vais essayer de rapidement exemplifier ces deux étapes, voilà, pour discuter leurs différences de philosophie, quoi. Donc ça s'applique à tous les phénomènes qu'on pourrait appeler récurrents, c'est-à-dire qui se produisent de manière relativement régulière, de façon localisée, et typiquement les aléas de montagne, quoi. Donc je vous avais compris que j'ai illustré essentiellement avec des avalanches, quoi. Donc pour évaluer la susceptibilité aux dommages, ça c'est quelque chose que vous connaissez bien, eh bien on utilise les courbes de fragilité. Donc ça c'est quelque chose qui a été développé par exemple pour les avalanches dans le cas de la thèse de Philomène Favier. Isabelle Housset va revenir là-dessus aussi. La petite subtilité, donc on utilise une approche fiabiliste pour évaluer ce type de choses là. On y reviendra dans la matinée. La petite originalité, c'est que je pense qu'on a poussé jusqu'au fait de passer de la fiabilité du bâti finalement à la probabilité de décès des personnes à l'intérieur en utilisant des références liées à des références semi-empiriques, donc des données sur des cas d'études réelles. Voilà. Donc une fois, si on a la loi multivariée des aléas et ce type de courbe de fragilité, eh bien on peut calculer effectivement en fonction de la position dans le couloir, donc en approche 2D, un taux de destruction annuel pour le bâtiment et à partir de là un taux de décès pour des personnes à l'intérieur. Donc là on a bien une carte de risque continue issue de cette expression intégrale. Donc je vous ai représenté différentes courbes qui dépendent finalement de la nature du bâtiment qu'on considère et également de la définition de l'état limite du bâtiment et de la fonction de transfert finalement entre la destruction du bâtiment et le décès des habitants, quoi. Donc on peut à partir de là finalement, comme on a un niveau de risque en fonction de la position, en fonction de seuils dits supposés acceptables, par exemple une limite traditionnelle à 10-4 ou à 10-5, finalement définir une limite de zonage qui correspondrait à une zone où le risque est acceptable, donc on suppose qu'on peut construire, et une zone où il ne l'est pas et où on ne peut pas construire, quoi. Donc une façon simple de traiter le problème serait de dire que quand c'est réellement inacceptable, on est en zone rouge. Lorsqu'on est peut-être inacceptable, moyennant une incertitude sur la typologie des bâtiments, par exemple, on passe en zone bleue et au-delà, on est en zone blanche, quoi. Donc là, on a un zonage assez univoque, relativement simple, mais basé sur l'individu, quoi. Donc une chose sur laquelle on a réfléchi, c'est que finalement, ce point de vue individuel n'est pas forcément celui du décideur, qui veut lui plutôt estimer finalement, qui lui va essayer plutôt de minimiser un coût total pour l'ensemble de la communauté, qui va tenir compte effectivement des pertes liées aux phénomènes dommageables, mais également aux pertes liées aux restrictions d'urbanisation qui s'imposent, quoi. Donc pour ça, on va simplement passer au risque total en intégrant dans la zone urbanisée moyennant une densité de population. Et donc ça, c'est un point de vue continu qui est plutôt adapté à l'aménagement prévisionnel. Ça ira. Et donc ensuite, à partir de cette expression du risque, on peut imaginer que les limites de zonage peuvent être prises comme des variables de décision. Donc typiquement une limite de zone bleue et une limite de zone rouge qui vont nous amener à modifier le risque. Donc à avoir finalement en zone rouge, on n'a plus, par définition, on n'a pas d'habitants. En zone bleue, on a des habitants dans des bâtiments renforcés. Et en zone blanche, on a des habitants dans des bâtiments a priori non renforcés. Et par contre, en zone rouge et en zone bleue, on a des restrictions plus ou moins fortes à l'urbanisation, ce qui amène un coût lié à la perte finalement pour la société en termes de développement, quoi. Et donc on arrive à écrire un coût fonction des deux variables de décision que l'on peut minimiser par rapport à moyennant le fait d'accepter d'écrire tout dans une même unité et en particulier de monétariser les pertes humaines, quoi. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui moralement peut se discuter. Néanmoins, dans un contexte assurantiel, c'est évidemment quelque chose qui existe. Et si on accepte de regarder un problème de point de vue décisionnel, de toute façon, on pourra toujours, à partir de cas d'études concrets, finalement évaluer jusqu'où le décideur a été prêt à payer pour se protéger davantage, quoi. Donc à l'envers, on peut déterminer ses coûts aussi, quoi.
Donc, une petite application pour terminer analytique de ce formalisme. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, si on utilise ce type de modèle dit poisson exponentiel pour décrire la distribution de probabilité des occurrences des phénomènes qui vont suffisamment loin et de la distribution de ces phénomènes, on a une expression du niveau de retour qui est analytique. Et si on fait en plus cette hypothèse sur une probabilité de décès finalement conditionnellement à l'atteinte, c'est-à-dire si je suis touché par le phénomène, quelle est ma chance de mourir, et bien qui est indépendante de la position, alors on peut faire tous les calculs analytiquement, quoi. Et ça, c'est assez amusant, c'est-à-dire qu'on peut arriver à déterminer des limites de zonage qui sont analytiquement les limites les solutions d'un problème de minimisation de coûts, quoi. Et ce qui est rigolo, si on regarde la forme et l'expression, c'est que finalement, on a une identité en termes d'expression de ces solutions avec la formule des niveaux de retour, quoi. C'est-à-dire qu'on peut exprimer les niveaux de retour, on peut exprimer la période de retour comme une équivalence entre des rapports de vulnérabilité et de coût, quoi. Donc j'en termine. Donc effectivement, on propose de réfléchir un peu différemment à la question du zonage parce que les périodes et les niveaux de retour ont des limites à la fois liées au phénomène et également intrinsèques du point de vue de leur définition. On pense qu'il faudrait regarder plus explicitement les enjeux et donc passer par une cartographie du risque, une évaluation du risque individuel, qui permet finalement de réfléchir à l'acceptabilité, quoi. Et si on veut aller plus loin et regarder quel est le compromis acceptable du point de vue du décideur, on peut regarder ce qui se passe dans un cadre décisionnel, quoi. Donc ce que je vous ai présenté, c'était illustré sur le cas des avalanches, mais c'est évidemment transposable. Et on pense que le formalisme est plus intéressant à transposer que la valeur brute des niveaux de retour de référence, quoi. Donc ce formalisme, il est également indépendant finalement de la complexité des modèles d'aléas et de vulnérabilité utilisés. Donc on peut, si on n'aime pas les solutions analytiques que je vous ai proposées parce que c'est trop simplifié, passer à des calculs numériques plus complets maintenant qu'on a des ordinateurs, quoi. Une partie des calculs est faisable également, même les calculs analytiques, et c'est également assez amusant dans un cadre bayésien. On peut écrire les postérieurs si on utilise des bonnes propriétés de conjugaison. On peut faire la minimisation dans un cadre bayésien, quoi. On peut également agrandir à volonté finalement la dimension du problème de décision en rajoutant un ouvrage ou plusieurs ouvrages dans le problème de minimisation des coûts, quoi. À ce moment-là, par exemple, si on a un seul ouvrage dont on cherche une dimension, on va raisonner dans un espace décisionnel de dimension 3 au lieu de raisonner dans un espace de dimension 2, quoi. Voilà, je vous remercie pour vos attentions, l'équipe d'organisation. Et puisqu'on est à Nancy, je vous ai parlé d'avalanche, je vous ai mis une petite photo d'avalanche dans les Vosges, c'est pour la touche locale et pour dire qu'il y en a par ici aussi. Merci.